Bonjour à tous, excusez-nous pour le léger retard au démarrage. On est ravis de vous accueillir pour une conversation sur les nouvelles pratiques démocratiques qui sont autant d'innovations démocratiques qui visent à reconstruire la confiance entre les électeurs et les élus, qui visent aussi à donner un peu de respiration dans l'asphyxie créée par les institutions de la 5e qui, depuis le quinquennat au moins, le pouvoir dans les mains de l'exécutif, marginalise le Parlement et donne l'impression que finalement, on ne participe à la démocratie véritablement qu'une fois tous les 5 ans quand on élit le président de la République. Donc le but aujourd'hui, c'est de dessiner des perspectives, de montrer qu'il existe à l'échelle locale, à l'échelle des communes, mais aussi à l'échelle nationale, des solutions concrètes pour donner un peu de respiration démocratique et redonner du sens à notre démocratie. Donc on a la chance d'avoir un large et formidable panel avec la maire de Poitiers, d'abord Léonore Mauconduit, qui a été élue et portée par un collectif qui s'appelle Poitiers Collectif, voilà, qui a placé la démocratie au cœur de son programme municipal et qui, dès le début de son mandat, a choisi de partager le pouvoir en renonçant à la tête du Grand Poitiers. Jeune qui est co-secrétaire fédérale des jeunes écologistes, Elisabeth Do, qui fait partie du mouvement Utopia, mais qui a aussi occupé des fonctions dans le mouvement Action Commune, qui s'est donné la tâche de fédérer toutes les listes participatives et collectives qui se sont présentées aux dernières élections municipales. Annie Captac était citoyenne de la Convention citoyenne pour le climat, donc il y aura beaucoup de choses à nous dire sur la manière dont elle a perçu de l'intérieur cette grande innovation qu'était la Convention citoyenne. Et puis Loïc Blondiot, qui est politologue et qui fait notamment partie du comité de gouvernance de cette Convention citoyenne pour le climat. Donc je propose de vous laisser 5 minutes à chacun pour développer votre thème, avec peut-être une concentration sur la manière dont, à votre sens, on peut renouveler la pratique démocratique, que ce soit à l'échelle de la commune ou que ce soit à l'échelle nationale, par des expériences du type de la Convention. Léonore. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Léonore Mauconduit, donc maire de Poitiers, et j'ai été élue au sein d'une démarche qui s'appelle Poitiers Collectif. Et donc, je ne suis pas venue seule. On fait toujours tout en collectif. Donc, certains des membres qui vont activement contribuer à notre victoire et à la vie du collectif sont présents. Donc, n'hésitez pas aussi à aller les rencontrer si notre démarche vous intéresse. Alors, la question est large. Comment renouveler les pratiques démocratiques ? Il y a aujourd'hui, une fois qu'on est élu, je vois vraiment 2 niveaux sur cette question-là. C'est comment renouveler les pratiques démocratiques en termes de pratiques politiques, c'est-à-dire comment est-ce que dans le cadre de stratégie électorale, par exemple, on fait différemment, on donne des gages sur le fait qu'on veut faire la politique autrement, et comment est-ce qu'on fait venir de nouvelles personnes aux politiques, et comment est-ce qu'on structure une campagne de manière différente. Et puis, une fois qu'on est aux responsabilités, comment on fait pour garder cette ambition de faire de la politique autrement et se donner des outils démocratiques différents pour fonctionner. Alors du coup, moi j'ai plus de recul évidemment sur la première question, qui est sur comment est-ce qu'on fait campagne autrement, comment est-ce qu'on fait de la politique autrement à l'échelle des partis, à l'échelle des campagnes électorales, enfin de la vie politique en fait, de la vie militante. Très rapidement, pour Poitiers Collectif, donc on est parti, c'était une démarche citoyenne. Beaucoup de gens se disent citoyens, c'est comme beaucoup de gens se disent écologistes aujourd'hui, mais c'est très difficile de trouver des marqueurs en fait de qu'est-ce qui fait qu'une démarche est réellement citoyenne et qu'est-ce qui fait qu'elle ne l'est pas. Nous, on a considéré que le fait d'être une démarche citoyenne, c'était dans les méthodes qu'on se donnait pour faire émerger une proposition pour notre ville à l'échelle de Poitiers. Donc Poitiers Collectif, c'est un collectif citoyen qui a été lancé 2 ans avant les élections par un groupe de personnes dont je faisais partie, mais qui était majoritairement pas encarté et qui était très intéressé par la politique, qui était pour beaucoup avec une sensibilité écologiste, mais aussi sociale, des gens qui ont la même culture politique que nous, mais qui se sentaient exclus par le système de fonctionnement traditionnel des partis, c'est-à-dire où la peur d'être encarté, donc de devoir tous penser pareil, un fonctionnement souvent historique assez excluant, malgré une bonne volonté souvent, mais voilà. Donc on a décidé de reprendre en main le fonctionnement politique, en tout cas la construction d'une proposition politique pour notre ville en nous donnant 2 ans pour faire les choses comme on aimerait que ce soit fait en fait. Donc les principes qu'on s'est donnés, c'est le fait de faire le projet avant les têtes, les têtes avant la tête, donc les choses dans le bon ordre en fait, comme ça devrait fonctionner selon nous de manière, comme ça devrait fonctionner tout le temps en fait. Donc on s'est donné
Bon, je vais faire très courte, sinon je peux en parler pendant 2 heures, mais on a fait le programme pendant 1 an avec des groupes de travail très ouverts, très collectifs, ouverts à tous. Il n'y avait pas de question de carte. On s'est donné le principe, on n'est pas anti-parti, on n'est pas pro-parti. Par contre, quand on arrive dans une réunion Poitiers collectif, on pose sa casquette à l'entrée. On peut être parti, syndicat, rien du tout, associatif, peu importe. On est là pour construire un projet pour la ville. Et on a construit un projet de manière très ouverte. Un programme, on fonctionnait sur le principe de plénière publique, c'est-à-dire que toutes nos décisions, que ce soit des validations du programme ou des orientations stratégiques, étaient prises dans des plénières publiques ouvertes à tous, avec des comptes rendus publics sur notre site, souvent en live Facebook aussi. Parce que ça répondait vraiment à l'idée de dire la politique n'est pas excluante, enfin la politique est ouverte à tous, tout le monde peut s'engager, et en tout cas nous on souhaitait donner les moyens à toutes celles et ceux qui souhaitaient s'y engager de le faire. Donc des réunions où on ne demandait pas la carte en arrivant, des lives Facebook si vous préférez regarder depuis chez vous, etc. Donc on a construit le programme de cette manière-là, et ensuite on a construit la stratégie aussi de la campagne jusqu'à cette manière-là. C'est-à-dire que, par exemple, les questions de stratégie politique se sont décidées aussi en plénière, suite à un débat où tout le monde pouvait faire valoir ses arguments, qu'on soit militant ou pas, et que certains venaient dire, bah voilà, pour l'intérêt de la ville, il faut une alliance avec telle personne, par exemple. Donc on a aussi on a pris les décisions de cette manière-là, mais évidemment, c'était aussi un moyen de faire l'éducation populaire, c'est-à-dire de donner à voir les enjeux qui actuellement se passent en vase clos dans les organisations politiques. Ben non, nous, on avait des débats publics sur pourquoi est-ce qu'on irait s'allier avec le PCF en l'occurrence, mais aussi d'autres, quoi. Le fait de faire vivre le débat politique, de faire vivre publiquement le débat politique, ça dédiabolise énormément la politique. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit ensuite, ben voilà, en fait, j'ai compris comment ça fonctionne, j'ai confiance, j'ai envie de m'y investir. Et donc, un gros enjeu de transparence aussi. Et jusqu'à la fin, on a continué avec son fonctionnement-là, toutes les décisions prises de manière transparente, publique, jusqu'à la désignation des candidats et de la tête de liste, puisqu'on a fonctionné par un système de... Alors, on a désigné les 20 premiers candidats selon une méthode collective. Je passe les détails, mais en gros, on a fait une fiche type de l'élu, enfin du candidat puis de l'élu, et ensuite, chacun était invité à dire quelle était la personne la plus appropriée selon lui pour répondre à cette fiche type de l'élu. Et puis ensuite, on a fait donc 20 premiers candidats qui ont fait une élection sans candidat, qui a conduit à ma désignation en tant que tête de liste. Chaque fois avec une animation extérieure pour qu'il n'y ait pas de juge et parties prenantes à la fois. Et donc ça a été un débat très houleux en live Facebook pendant 5 heures. Est-ce que c'était bien que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre? Mais tout était public, et en gros les ficelles appartenaient vraiment aux gens qui étaient là. Donc je passe les détails. Ça s'est accompagné d'une communication très punchy, très indépendante de l'identité des partis aussi, parce c'était une démarche pour Poitiers par Poitiers, donc Poitiers collectif. Notre logo avait une forte notoriété à la fin de la campagne et une forte appropriation citoyenne de notre démarche, soutenue par 6 partis, pardon, c'est un peu cafouillage, mais on n'était pas anti-parti, donc on a été soutenu par 6 organisations politiques, dont un certain nombre qui sont présentes aujourd'hui, ELV, Génération Écologie, Génération S, mais qui soutenaient la démarche, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'injonction stratégique sur le fait qu'on doive répondre à des injonctions nationales, par exemple. Ils soutenaient, on avait vraiment une complémentarité intelligente, c'est-à-dire qu'ils mettaient leur expertise des campagnes à notre service, qu'ils mettaient leurs compétences d'organisation de campagne à notre service, et ils s'investissaient comme tout le monde dans les groupes de travail, mais il n'y avait pas d'injonction descendante. Donc on a été élus. Et aussi, donc aujourd'hui, en 2 mots, je finis. Donc, effectivement, à cette démarche de campagne très collective, très démocratique, correspondent des engagements de campagne pour le programme qu'on va mettre en œuvre à Poitiers. Un certain nombre de moyens, j'en cite 3. La mise en œuvre d'une assemblée citoyenne, qui, un peu comme la Convention citoyenne pour le climat, aurait vocation à interpeller la mairie sur des sujets qui préoccupent la société civile de Poitiers. Le droit d'initiative locale, c'est-à-dire que sur une ville de 100 000 habitants, si 1500 habitants se mettent ensemble pour signer une interpellation, elle est mise de fait à l'ordre du jour du conseil municipal pour qu'en gros, on soit obligé de répondre, nous les élus, sur des choses qui préoccupent la ville. Et le niveau au-dessus, c'est le référendum d'initiative locale, c'est-à-dire que si 5000 personnes signent ensemble pour une proposition, elle est forcément soumise au vote de la population, enfin modulo le fait qu'elle soit dans les compétences municipales, etc. Mais voilà, ça c'est des moyens qu'on est en train de structurer pour les mettre en œuvre maintenant qu'on est élu. Très bien, merci beaucoup Madame la maire. À t'entendre, on a l'impression que l'ouverture, la transparence et les règles transparentes ont été clés dans la victoire de Poitiers collectif, donc c'est très intéressant. On va faire dans l'ordre, hein, si ça vous va. Claire, que tu nous donnes ta perspective. Qu'est-ce que pensent les jeunes écolos sur toutes ces choses-là?
Très bien, oui. Donc bonjour, j'interviens aujourd'hui en tant que co-secrétaire fédéral des Jeunes Écolos, mais aussi en tant que membre actif de l'archipel de l'écologie et des solidarités. Et donc je vous dirai deux, trois mots sur ce que c'est et comment c'est né. C'est encore tout récent. Un peu plus tard, mais je voulais juste replacer notre discussion dans le contexte qu'on vit actuellement, qui est une crise très profonde de notre démocratie représentative et qui, je pense, est liée aussi à une crise du rôle de la présidence dans la Ve République. Et on a eu du coup des mouvements type les Gilets jaunes où il y avait à la fois la protestation contre ces formes politiques et le début des solutions. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, c'est à la fois les manifs et puis c'est aussi tous ces moments sur les ronds-points où en fait les gens faisaient démocratie, c'est-à-dire qu'ils débattaient, ils discutaient des questions du quotidien, des questions profondément politiques avec leur langage, avec leur forme. Et on était déjà dans l'amorce des solutions. Et donc toutes les nouvelles pratiques démocratiques qu'on a vues apparaître, notamment au moment des municipales, où il y a eu un nombre record de listes participatives citoyennes recensées par Action Commune, je pense que c'est lié à cette lame de fond qu'il y a eu avant. Et l'ensemble de ce qu'a fait, par exemple, Poitiers Collectif est vraiment emblématique à la fois des solutions qui vont permettre de recréer cette confiance en la chose politique. Ça m'amène à parler plus précisément de ce qu'on peut faire au sein de l'archipel de l'écologie et des solidarités. Le constat, c'est que les crises auxquelles on fait face en ce siècle sont immenses et qu'il nous faut une démocratie qui soit à la hauteur en fait de ces enjeux-là. Et que actuellement, mais c'est structurel, le champ politique est par essence concurrentiel et a une tendance à la personnification et à envisager les rapports sur le mode de la domination et de la concurrence, et très peu et pas assez sur le mode de la coopération. Et que du coup, en fait, les identités les uns des autres, qu'on soit militant dans un parti politique ou dans un syndicat, sont finalement très rigides, en fait. Dans chaque parti, il y a une démocratie interne qui fait apparaître une ligne qui doit être partagée par tout le monde, etc. L'idée avec l'archipel, c'était de créer un espace qui soit en fait intermédiaire à l'ensemble des partis, structures, organisations, et qui permettent en fait un débat où on déconstruit un rapport de pouvoir et où on a la possibilité, comme tu le disais un peu pour la dynamique qu'il y avait à Poitiers Collectif, de mettre notre étiquette un peu au vestiaire et d'arriver là, non pas en gommant notre identité politique, non pas en gommant notre histoire militante qui fait qui on est, mais en mettant au centre la question de qu'est-ce qu'on peut construire de commun, qu'est-ce qu'on a envie de construire en commun. Donc en fait, la philosophie de l'archipel de l'écologie et de solidarité, c'est pas mal inspiré des travaux d'Édouard Glissant, où il différencie les identités racines, donc là d'où on vient, et les identités relations, qui sont en fait à partir de ces identités racines, vers quoi on va aller, vers quel type de relation quel type de relation on peut créer à partir de ça, et du coup quel commun inclusif des diversités on peut créer à partir de ça. Donc, pour être un peu plus concrète, l'archipel de l'écologie et des solidarités, aujourd'hui, ça regroupe, je crois, 66 membres, avec une diversité qui va d'associations à des partis politiques qui ont adhéré, à des militants de partis politiques qui ont adhéré à titre individuel, à juste des citoyens militants. Voilà. Et en fait, lorsqu'on se retrouve pour nos discussions, on vient pas au nom d'eux en devant porter la position de l'ensemble de notre mouvement. On vient en tant que nous-mêmes qui avons par ailleurs une étiquette partisane, une appartenance partisane, et ça permet un débat réel, un débat démocratique de fond. Et du coup, c'est ce contexte-là qui nous permet vraiment de construire les désaccords.
Patrick Vivray, que je remplace aujourd'hui, parle beaucoup de désaccords féconds, du fait qu'en fait, il y a une richesse dans le fait qu'on n'est potentiellement pas tous les mêmes, qu'on est potentiellement au premier abord en désaccord sur certains points, et que tout l'enjeu du débat démocratique, c'est de l'accepter et d'arriver à dépasser tout ça. Donc, on a construit cet archipel qui est en cours de structuration et on espère d'élargissement. Et je pense que ce genre de dynamique peut vraiment aider par rapport au constat que je faisais un peu plus tôt, c'est-à-dire, et que Léonore, tu faisais aussi par rapport à la défiance ambiante par rapport aux politiques. Si en fait, on arrive à faire mettre un pied dedans à plein de citoyens et qu'on montre qu'en fait, le fond de la chose, c'est des rapports humains qui sont structurés par des organisations, etc., mais qu'il y a un débat possible et qu'en fait, on en sort grandi. En fait, c'est là qu'on peut véritablement reprendre une forme de pouvoir. Je pense que c'est clé et que ce sera beaucoup plus facile en fait d'arriver à entraîner les citoyens dans des dynamiques de ce type-là si on arrive à construire ce genre d'espace où les rapports de pouvoir sont gommés et où finalement on insiste vraiment sur cette dynamique de coopération plutôt que tout de suite être dans des rapports de force à partir des étiquettes qu'on se sera mis. Donc je pense que c'est vraiment extrêmement complémentaire de tout ce qui peut se faire dans les partis. J'appartiens à un parti, donc je ne suis pas du tout dans un rejet de la politique partisane. Par contre, mon constat, c'est que vu la situation qu'on a actuellement, vu les enjeux démocratiques, socio-écologiques qu'on a, on a tous besoin d'espace, qu'on peut faire ce pas de côté et se donner la possibilité de possiblement bouger un peu sur nos positions ou intégrer de manière approfondie le point de vue des autres. Donc il y a un enjeu sur le débat démocratique global à l'échelle nationale, ça se traduit à l'échelle locale, et puis il y a aussi un enjeu de comment radicaliser la démocratie dans le champ politique au sens restreint du terme. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci Claire. Écoute, passionnant débat à poursuivre. Elisabeth, sans transition, en essayant de respecter le temps pour qu'on puisse échanger aussi avec le public. Ouais, je vais veiller au temps. Donc, moi, je suis observatrice en fait de dynamiques qui sont un peu à contre-courant, qu'on nomme pas mal des dynamiques municipalistes, et je l'observe avec donc plusieurs organisations, Action Commune et Mouvement Utopia en France, et puis Commons Police en Espagne et en Europe. Et on a ce recul de ces laboratoires qui se vivent aussi à l'international et avec une antériorité par rapport à nous. Et je pense qu'ils sont des éléments dans le rétroviseur que l'on peut garder en tête par rapport aux enjeux et notamment de ce nouveau mandat municipal qui s'ouvre, puisqu'on l'entend tout autour de nous. Je crois que les enjeux et l'urgence démocratique, elle est bien là. Elle est saisie. Il y a beaucoup d'éléments de langage qui reviennent. Enfin, je trouve qu'on entend beaucoup. Et je trouve ça très satisfaisant quand on voit aussi dans le rétroviseur qu'en 2010, quand on évoquait ce genre de problématiques, elles étaient loin d'être conçues comme des urgences. Et en très peu de temps, en fait, on a fait un bond énorme et c'est devenu un enjeu central ici. Il faut s'en réjouir ou pas. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est le terrain d'observation des élections municipales et le terrain d'observation plus international. On a des émeutes et des luttes au Chili, au Liban, en Catalogne. Enfin, on est dans une lame de fond, un mouvement de fond, et je pense qu'on y contribue. Les élections municipales en France et la campagne a été un moyen de montrer qu'il y avait des collectifs qui... au-delà des discours, passés aux actes dans les façons de faire. Je crois que Léonore l'a bien illustré, dans les méthodes de redistribution du pouvoir, de la parole, et c'est pas vain. En fait, on est dans une transformation et dans une exigence de transformation culturelle profonde d'un système démocratique, de mots imaginaires, et qui passe par de nouvelles façons de faire. Et pour ça, on peut être inspiré à bien des niveaux. C'est la sociocratie, l'holacratie, toutes ces méthodologies d'intelligence collective, la redéfinition des fiches de poste de l'élu qui permettent de positionner avant les fonctions, les qualités, les buts, le sens, la direction, les caps qu'on a, et pas seulement la technique ou les personnes, qui permettent aussi de révéler des leaderships coopératifs. Et ça aussi, c'est un élément de transformation de la politique, en fait, qui passe par cette
cette idée de la féminisation de la politique, s'attacher autant au processus qu'au résultat, pas être seulement dans la gagne électorale, dans la grande machinerie électorale, mais voir qu'est-ce qu'on sacrifie, qu'est-ce qu'on crée. Et ça, c'est très peu renseigné en France. On a aujourd'hui recensé dans les listes participatives 66 victoires, souvent issues d'alliances avec des partis politiques. Et je pense qu'on aurait tort d'analyser leur trajectoire uniquement avec la gagne ou la perte aux élections municipales. Qu'est-ce qu'elles ont su créer d'émancipateur chez les gens qui n'avaient jamais pris la parole et qui aujourd'hui sont investis politiquement? Qu'est-ce que ça va changer dans les 408 collectifs locaux qu'on compte aujourd'hui en France du côté des listes participatives, dans les plus de 600 des pactes pour la transition et autres qui sont bien là, et qui montrent aussi que ça nous invite à voir le pouvoir comme pas seulement un pied dans l'institution, mais 1000 pieds dehors. C'est un peu le credo municipaliste. Et j'aimerais accentuer là, parce qu'aujourd'hui, la démocratie en acte et les engagements en acte, c'est aussi voir comment ils vont se traduire et comment on va essayer d'instaurer une forme de suivi, de challenge positif envers les gens qui sont aujourd'hui en fonction, envers les élus. Le politique, il ne se fait pas seulement par les gens qui sont élus, il se fait au croisement des citoyens, des habitants, des élus, des syndicats, des intellos, des experts, et j'en oublie bien d'autres, du monde de l'entreprise évidemment, du monde des médias qui a un rôle politique fondamental, et on l'a vu encore pendant ces campagnes électorales. Ça se construit là-dedans, ça se construit en coopération, ça se construit ensuite en lutte de pouvoir, il faut le dire, et ça se construit en contre-pouvoir. Et aujourd'hui, moi, j'interroge beaucoup quels sont les contre-pouvoirs qui vont être mis immédiatement en place à l'extérieur donc, de ces nouveaux mandats, de ces nouvelles mairies, de ces nouvelles municipalités. On a parlé d'assemblées locales, d'assemblées populaires, d'assemblées citoyennes, de coopératives politiques. À Grenoble, on y pense beaucoup. On pense aussi à l'inspiration qu'on peut tirer de ces expérimentations. La Convention citoyenne pour le climat a vraiment jeté un pavé dans la mare qui fait encore plus coïncider aujourd'hui le temps de la transformation écologique, sociale, politique et démocratique, qui inspire, qui invite à renouveler et pas à concurrencer seulement la démocratie représentative, mais à la nourrir de ses apports, en fait, de ses regards extérieurs, de ces gens qui sont hors du champ électif. Et donc on attend beaucoup de ces enceintes qui sont à l'égal. Le monde des communs, je pense, nous inspire beaucoup. On a beaucoup à aller puiser aussi à travers les exemples italiens, les exemples qui nous nourrissent justement sur ces partenariats publics communs et qui nous invitent à venir aussi interroger dans notre démocratie en acte le cadre institutionnel. Et je crois qu'on a aussi de beaux combats à mener. Il ne s'agit que de voir la tournure qu'a pris le 3e tour des élections municipales avec la gestion des intercommunalités, cette sphère complètement opaque, complètement obsolète, complètement délirante, antidémocratique, où peu de collectifs, peu de ces volontés de renouvellement sont représentées aujourd'hui majoritairement. Et je pense que ça doit nous interpeller. Et peut-être moi, ce que j'avais envie de mettre en avant, c'est que renouveler les pratiques, c'est peut-être aller pousser plus loin aussi que les égos, les hégémonies, les leaderships, les capacités de coopération. Et les capacités de coopération, elles se font aussi avec les campagnes, parce qu'on en parle trop peu. On ne peut pas être qu'un club de villes super intelligente et pionnière de la démocratie. Qu'est-ce qui se passe aussi dans la ruralité et dans le périurbain? Comment on réconcilie les deux et qu'on ne les fait pas marcher à marche forcée au rythme de l'urbanité? Comment aussi on coopère entre élus? Comment on coopère entre villes? Et ça, c'est valable en France. Et il y a des beaux chantiers à mener. On parlait de 5G tout à l'heure, j'entendais. Pour moi, il y a des luttes et des victoires collectives à ancrer là-dessus. Puis il y a aussi des luttes européennes. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, des municipalités et des grandes métropoles comme à Barcelone, comme à Paris ou autres, se heurtent dans leur réglementation locale à des législations européennes qui les contraignent sur le tourisme de court séjour, par exemple. Qui sont des combats à mener sur la remunicipalisation des services publics, dont on a vu que les services publics, ils étaient le socle de la résilience face aux crises, comme on les a connus, les crises sanitaires, des services de santé, de proximité, d'accueil, les pratiques d'hospitalité, les réseaux des Fearless Cities, de l'Anvita. Enfin, pour moi, tout ça mérite de faire coalition, de faire réseau. Et je pense que c'est aussi dans cette capacité à faire réseau qu'on renouvellera et qu'on ira plus loin pousser l'ambition et l'exigence de ce mandat. Je vais passer la parole. Merci Elisabeth. Tu peux juste nous rappeler les chiffres des listes citoyennes et dites participatives qui ont remporté les élections municipales? Alors, on manque de données, c'est-à-dire que Action Commune a eu le mérite de pouvoir cartographier ces dynamiques-là.
Donc, se sont auto-référencés et après recherche des méthodes qui ont été employées pour essayer de voir la validité qu'il y avait derrière cette dynamique-là. On recense plus de 400 listes participatives qui ont été candidates, qui sont autant de collectifs locaux qui survivent après les élections. Ces dynamiques hors institutions qui sont vraiment à regarder dans les radars dans les prochaines années. Parmi elles, on décompte 66 communes victorieuses, mais sous un seuil de population et de démographie qui nous permet de recenser ces victoires aisément au second tour. Il faut désormais qu'on exploite tous les champs des petites communes qui marchent par panachage et qui ont eu certains élus dans les nouveaux exécutifs municipaux. Donc c'est vrai que ça fait un certain nombre d'élus, ça fait un millier d'élus majoritaires et autant d'oppositions. Très bien, très encourageant pour la suite. Et juste pour dire qu'on est passé de 5 à 10 municipalités en 2014 à désormais 66 en 2020. Oui, et pour énorme. nous, c'est quand même énorme et c'est un champ d'expérimentation qui est juste fabuleux. Annie, tu vas pouvoir nous parler, je pense, de la Convention citoyenne, de la manière dont tu as perçu les travaux et dans la manière dont tout ça s'est organisé, parce que vous êtes finalement quand même suppléé au pouvoir exécutif pour faire des propositions aux Français sur un thème éminemment complexe et que vous allez transmettre, qui vont être transmis au Parlement. Donc comment est-ce que tu as perçu cette expérience et est-ce que tu penses que ça peut être réplicable à l'échelle des territoires, notamment des communes? Qu'est-ce que tu penses de la proposition d'Éléonore qui, elle, mettait en avant plutôt une assemblée citoyenne avec une fonction d'interpellation plutôt que de délibération plus ou moins permanente? Merci. Alors déjà, effectivement, pour remettre dans le contexte la convention par rapport au thème, c'est finalement comment est-ce qu'on arrive à réconcilier les différentes échelles de valeurs. Donc réconcilier les citoyens entre eux, réconcilier les échelles de décision entre elles et comment est-ce qu'on arrive à impliquer tout le monde, parce que si on parle de démocratie, on parle de la voix du peuple. Et finalement, la Convention, elle répond à ces trois postulats-là. Et ça a été dit, c'était une expérience inédite en France. Alors, comment est-ce qu'on définit le terme inédit et pourquoi ? Alors, la Convention, ça s'est déroulé depuis le 4 octobre 2019, avec 150 citoyens qui devaient répondre à une question. Notre mandat, c'était finalement quelles sont les solutions pour pouvoir répondre à cette diminution de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et finalement, pendant 9 mois, 150 citoyens se sont rencontrés dans les opinions. On est arrivé avec finalement chacun nos cadres de référence, nos pensées, et on devait arriver à un consensus en fin de convention. L'expérience, elle a été démocratique. Pourquoi ? Parce que finalement, ça a été des personnes comme vous et moi, des personnes qui arrivent avec leur réalité du territoire, leur réalité quotidienne, et qui ont des choses à dire, des choses à percevoir, mais ce sont nos opinions. Alors, maintenant, la question, c'est quelle valeur on donne à ça ? Quelle valeur on donne à cette parole citoyenne ? Et moi, principalement, ça a été le leitmotiv qui m'a fait dire je viens participer à la Convention citoyenne quand on a été contacté ou par SMS ou par téléphone. Donner cette capacité, cette opportunité aux citoyens de s'exprimer. Et pas simplement de manière consultative. Et ça, je pense que ça a été la force de la Convention. Voilà. L'autre force de la Convention, cette deuxième casquette au-delà du climat, c'est justement cette partie démocratique, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on va réussir à justement combiner le pouvoir en place avec ces différents types de pratiques actuelles de la démocratie participation citoyenne ? Aujourd'hui, on a élaboré 150 propositions, 150 mesures qui vont être donc élaborées soit sous forme de loi, de décret et ou si possible sur forme référendaire pour pouvoir impliquer justement au plus grand nombre la population. Voilà quelle était l'impulsion de la Convention. C'est vrai qu'à la sortie de ça, beaucoup se sont posé la question et beaucoup ont dit mais pourquoi finalement 150 citoyens pourraient décider ou décideraient pour la vie de la cité ou pour la vie du pays. Mais quelque part, ce n'est pas que 150 citoyens, c'est une impulsion de dire aujourd'hui, les citoyens peuvent prendre la parole, peuvent aussi dire comment est-ce qu'ils veulent voir l'évolution de la ville et du pays. Voilà, je pense, mon regard sur la Convention. Et il y a eu beaucoup, pendant le temps de la Convention, cette question de légitimité qui est arrivée justement, et vous en avez beaucoup parlé, entre le pouvoir représentatif et le pouvoir citoyen.
Mais il faut vraiment que les deux s'emboîtent ensemble. Et comme je disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on reconstruit ça? Comment est-ce qu'on arrive finalement à donner envie aux citoyens et à la population de se dire je veux participer à la vie du pays. Mais ça, c'est une question fondamentale parce qu'on a vu dans les différentes expériences participatives communales, si on regarde à Barcelone avec Ada Colau par exemple, même à Grenoble, on voit que quand les citoyens sont consultés, et ça demande beaucoup de temps et d'argent de la part des élus d'organiser des concertations, etc., parfois les gens ne participent pas. Donc on en vient à se demander en fait, est-ce qu'il y a une vraie volonté de participation ou est-ce que la volonté c'est simplement le RIC, c'est-à-dire on contrôle, on veut pouvoir contrôler quand c'est vraiment important, mais de là à participer, à se rendre à des réunions, à prendre de son temps, pour ça, non. Alors justement, ça fait partie des 3 points, je pense qu'il va être intéressant d'étudier et d'évoluer pour pouvoir mettre en place ça de manière pérenne. C'est le thème, qu'est-ce qui emmène chaque citoyen à se dire je suis intéressé à participer. Alors nous, c'était le climat, on nous a appelés, on nous a dit voilà, est-ce que vous êtes intéressés pour participer sur cette thématique-là? Pour autant, on n'était pas tous militants, on n'était pas tous écologiques, on n'était pas tous destinés à vouloir parler de ce thème-là. Mais il y a le thème, qu'est-ce qui emmène le citoyen à s'intéresser à ce qui se passe dans sa ville, dans sa politique et dans son pays. Il y a le temps. C'est vrai que nous, ça a été quand même un engagement personnel, ça a été quand même un rythme très intense et ça a été une question qui a été soulevée. Est-ce que finalement, on ne met pas en place des choses au niveau de la société pour pouvoir mettre un an, une année sabbatique ou un revenu pour les citoyens pour pouvoir participer à la vie démocratique parce qu'on n'a pas le temps? Beaucoup nous ont dit j'aurais pas pu participer à la convention parce que je n'avais pas ce temps-là. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir justement donner ce temps-là? Et le troisième point, et vous l'avez dit, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on le rend périn? Ça veut dire qu'on vient une fois, on vient 2 fois, on est consulté, on participe. Aujourd'hui, le numérique prend beaucoup la place du présentiel, mais est-ce que ça suffit? Donc je pense que répondre à ces 3 questions-là va pouvoir vraiment aider à mettre en place ça de manière beaucoup plus constante. Et c'est vrai qu'on l'a fait au niveau national, aujourd'hui la convention, mais on a été beaucoup sollicité pour que ça soit décliné au niveau régional et local, au niveau des tiers-lieux aussi. Donc je pense qu'il y a effectivement une belle impulsion à faire autour de la convention. Merci, bravo. On m'entendait pas. Bravo. Loïc, c'est à toi. Et après, on fera un tour. Oui, alors en forme, non pas de conclusion, mais de mise en perspective. Alors, moi, je travaille depuis une vingtaine d'années sur ces questions d'innovation démocratique, de participation citoyenne. Et je dois dire qu'on vit un moment où, sur ces questions-là, l'histoire s'accélère un peu depuis quelques années, et même depuis quelques mois, et sur 2 points. Sur la question du pourquoi faut-il changer nos pratiques démocratiques et sur la question du comment. D'abord sur la question du pourquoi. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à être convaincus que changer nos pratiques politiques, introduire de la participation citoyenne dans le processus de décision, réfléchir systématiquement à inclure tous ceux qui sont concernés par la décision dans le processus d'élaboration de celle-ci, ça n'est plus une option. C'est devenu quelque chose qui est absolument indispensable, non seulement à la protection de nos démocraties, c'est-à-dire à la légitimation, à la survie de nos démocraties, mais aussi à la résolution de la question environnementale. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes conscients qu'on ne résoudra pas, ou en tout cas qu'on n'affrontera pas la crise environnementale sans changer la démocratie, et que la question démocratique et la question environnementale sont intimement liées, elles sont complètement intriquées l'une et l'autre, et pas seulement parce qu'on assiste en ce moment à ce double processus d'effondrement de nos institutions politiques et de nos écosystèmes. Et pas simplement parce que les adversaires de la démocratie sont aussi les adversaires de l'environnement. Et ce sont les formes de pouvoir autoritaires qui aujourd'hui sont en train de prendre la place un peu partout dans le monde du gouvernement. Donc il y a cette conviction aujourd'hui que pour amorcer les changements de société, les changements de système économique qui sont nécessaires, on ne pourra le faire que démocratiquement. L'hypothèse d'une tyrannie bienveillante, l'hypothèse d'une dictature éclairée, l'hypothèse d'un gouvernement des experts, c'est une hypothèse qui ne fonctionne pas, qui n'a jamais fonctionné dans l'histoire, et c'est par plus de démocratie que finalement on produira les décisions suffisamment courageuses
pour pouvoir être accepté par tout le monde et suffisamment juste pour pouvoir à la fois concilier la question de la justice sociale et la question de la survie de nos écosystèmes. Alors sur le pourquoi, je crois que le problème aujourd'hui est réglé. Sur la question du comment, il y a d'abord des oppositions à balayer d'emblée. L'opposition locale nationale et l'opposition institutionnelle non institutionnelle, qui nous paralyse. L'idée selon laquelle on sauvera exclusivement la démocratie à l'échelle locale, c'est une idée qui est partagée finalement par pas mal de gens, mais qui est complètement illusoire. Que peut faire une municipalité lorsque déjà, au niveau de l'intercommunalité, elle est bloquée dans ses perspectives de changement, pour ne rien dire de l'échelon national. Le rôle des préfets aujourd'hui dans l'inhibition ou la paralysie d'un certain nombre d'initiatives locales est tout à fait, et Grenoble l'a démontré, est tout à fait réel. Et puis il y a l'Europe, et Elisabeth y est revenue. Donc cette opposition, il faut agir à la fois à l'échelle locale et à l'échelle nationale. Et puis l'opposition institutionnelle, extra-institutionnelle, elle me semble aussi absolument à la fois artificielle, pas complètement artificielle, puisqu'effectivement, il y a des possibilités d'agir hors des institutions et des possibilités d'agir dans les institutions, et croire qu'on pourra finalement, dans une harmonie, associer, articuler parfaitement les deux, c'est pas possible. La démocratie, c'est du conflit. La démocratie, c'est la capacité des citoyens hors système de peser sur le système. Elisabeth l'a dit. Mais il me semble impératif de dire que la démocratie, c'est à la fois un fonctionnement institutionnel, une distribution du pouvoir, une manière de prendre la décision, une manière aussi de respecter les droits de l'opposition, mais ce sont aussi des formes de vie hors des institutions, et que la démocratie, elle vit dans ces deux espaces. Et si on privilégie un espace en abandonnant l'autre, on perd l'essentiel de ce qu'est le phénomène démocratique. Si on concentre toutes nos énergies sur les institutions en pensant qu'il ne se passe rien en dehors des institutions, on se trompe, et on a une vision, une version atrophiée de la démocratie. Et inversement, si on concentre toutes nos énergies à l'extérieur des institutions, en oubliant ce qui se joue dans les institutions, on se condamne souvent à des formes d'impuissance, ou en tout cas, on peut agir à l'échelle locale, mais sans pouvoir véritablement produire des effets de grande ampleur dans nos sociétés. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux projets politiques. J'ai tendance à dire qu'il y a même deux paradigmes aujourd'hui qui sont disponibles, avec leurs concepts, avec leurs outils, avec leurs finalités. Et ces deux paradigmes, on les a exposés dans les premières interventions. Le premier paradigme, c'est le paradigme municipaliste. Il me semble qu'il est très puissant. C'est l'idée que c'est à l'échelle locale qu'on va pouvoir changer en grande partie les choses, mais pas forcément tout. C'est à l'échelle locale que les citoyens vont pouvoir reprendre, sous certaines formes, la maîtrise de leur vie. C'est dans ces expériences institutionnelle et extra-institutionnelle qu'on va pouvoir changer la démocratie. Et pour reprendre une vieille formule du Parti socialiste des années 70, parce que tout ça n'est pas complètement nouveau. On discutait avec Elisabeth juste avant de ce qui s'est joué dans les années 70. En 1977, le Parti socialiste était arrivé au pouvoir avec ce programme citoyenniste, municipaliste. Une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il a tout oublié. Donc faisons attention à ce qu'il n'y ait pas cet oubli ou ce refoulement une fois les conquêtes obtenues. Bon, ce paradigme municipaliste, il a ses concepts. Le concept de commun, le concept de municipalisme libertaire, j'ai quasiment terminé. Le concept de municipalisme libertaire de Murray Bookchin, ces concepts sont très puissants parce qu'ils essayent de démontrer qu'on peut à la fois vivre en harmonie avec le vivant et se gouverner démocratiquement. Et puis le deuxième paradigme, c'est celui dans lequel je m'inscris moi aussi, et qui n'est pas exclusif de l'autre, qui peuvent être combinés à l'échelle locale notamment, c'est le paradigme délibératif. C'est l'idée d'une démocratie délibérative, avec cet axiome qui est que pour qu'une décision soit légitime, il faut qu'elle ait pu être débattue et construite par tous ceux qui sont concernés par elle. Ça ne va pas plus loin. C'est aussi simple que ça. Et donc,
donc, les élus ne peuvent plus garder ce monopole de l'élaboration des décisions, de la construction de la décision. Tout ça doit être débattu collectivement. Et la Convention citoyenne pour le climat, je vois François qui me fait des signes. Et bon, la Convention citoyenne pour le climat me semble être une exemplification de ce que cela peut être, des possibilités que ça ouvre. Évidemment, ça ne résout pas tout. Voilà, merci. Merci Loïc. Tour de questions. Si vous avez des questions, levez la main et essayez d'être court. Je vais prendre un peu des questions de la salle. Je me présente pour ceux qui sont là. Je suis François Thiollet, délégué au projet d'Europe Écologie Les Verts. Et donc, il y a une question du live qui est arrivée par Internet. Alors, elle est plutôt pour toi, Annie. C'est la Convention et les autres démarches d'ateliers citoyens peut-elle préfigurer une seconde chambre permettant un équilibre des pouvoirs entre les représentants issus des élections et les représentants issus directement du peuple par tirage au sort? Voilà, tu as le temps d'y réfléchir. Je prends 2-3 questions de façon paritaire et équilibrée. Merci. Oui, alors, je voudrais d'abord poser la question à la copine qui a présenté le conseil consultatif. D'abord, comment le choix des 150 membres a été fait? Et deuxièmement, il me semble qu'il existe une association des 150. Bon. Après, moi, il y a un point sur lequel je voudrais intervenir, c'est qu'effectivement, et qui est tout à fait dans le cadre du débat, c'est ce qu'on appelle la démocratie participative, parce qu'il y a représentative. Mais quand vous allez sur Internet, y compris sur le site du gouvernement, vous trouvez plus de 10 structures qui sont dans ce cadre-là. Ce sont les conseils consultatifs, ce sont les conseils... il y en a plein. Mais à part les enquêtes d'utilité publique qui sont systématiques, moi, dans mon coin, je n'ai jamais vu appliquer d'autres choses. Peut-être qu'il faudrait se lancer là-dessus. Merci. Non, je ne peux pas. D'autres questions? Si vous pouvez faire bref. Plus les questions sont brèves, plus je donnerai la parole. Oui, bonjour Elia, citoyenne puis adhérente à Europe Écologie Les Verts. Ah, faut que je parle plus fort. Au niveau de Poitiers, une petite question. Les listes participatives, il y en a eu pas mal dans pas mal de villes. Je voudrais savoir si au niveau du taux d'abstention, ça a eu une conséquence, parce que sur d'autres villes, quand bien même il y avait plusieurs listes participatives, je vois sur Argenteuil par exemple, ça n'a pas empêché les 60 à 65% d'abstention dans un certain nombre de quartiers populaires. Et moi, ce qui me préoccupe personnellement, vraiment, c'est cette perte de démocratie dans nombreux de nos endroits. Et voilà, comment vous pouvez apporter une solution par rapport à ça? Merci. Merci. Je peux en prendre encore une ou deux? Oui, bonjour, merci à tous. Moi, j'ai une question sur j'aimerais avoir votre avis sur un sujet qui m'apparaît important. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de démobilisation au niveau des citoyens, parce que c'est très difficile. La responsabilité, elle est très difficilement attribuable. Il y a un tel millefeuille, il y a une telle complexité des institutions qu'on ne sait jamais vraiment qui est responsable de quoi. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle les gens, pour moi, se manifestent pas, ne savent pas pour qui voter, ne savent pas estimer les politiques qui les gouvernent. Voilà. Merci. Je vais m'arrêter là pour l'instant puisque il est 43, il faut vous laisser le temps de répondre. Bon, puisque tu me donnes le micro, j'ouvre. Sur la seconde chambre, tirée au sort, oui, il y a plusieurs propositions qui circulent depuis un certain temps. J'ai fait partie d'un groupe de travail qui avons proposé l'idée d'une chambre du futur, d'une assemblée citoyenne du futur, qui pourrait être la deuxième ou la troisième chambre, dans l'idéal la deuxième chambre de la République, et dans lequel soit des citoyens tirés au sort exclusivement, soit selon une composition mixte qui leur associe d'autres catégories, des représentants de la société civile organisée, pourraient être là pour introduire effectivement cette dimension de participation citoyenne. Et puis nous, on y associait aussi beaucoup cette dimension de long terme. Cette chambre, elle devait rééquilibrer le fonctionnement de nos institutions qui privilégient systématiquement les intérêts de court terme. Donc ça existe, le bouquin existe, ça s'appelle « Inventer la démocratie du XXIe siècle ».
Et je crains, là, il y a une réforme du CESE, du Conseil économique et social environnemental, qui est en cours. Je crains qu'on rate le coche. Et je vous invite, si ça vous intéresse, à participer au débat préparatoire. Il y aura des auditions. On va être auditionné pour présenter la Convention citoyenne du climat à l'Assemblée sur ces questions. Je pense qu'il y a un enjeu très très fort de réinvention de nos institutions à l'échelle nationale. Alors, Annie y reviendra sûrement, mais sur le tirage au sort, tout le monde nous demande comment ont été tirés au sort les 150. Objectivement, je crois que sans pouvoir parler de représentativité statistique, il aurait fallu 1 millier de personnes. La manière dont nous avons tiré au sort, c'est-à-dire à deux niveaux aléatoires dans un premier temps pour constituer un vivier de numéros de téléphone qui ont été formulés aléatoirement, et puis après de manière stratifiée à l'intérieur de ce groupe, essayer d'avoir une composition des 150 qui respecte parfaitement un certain nombre de critères de genre, de niveau social, d'habitation et surtout de niveau d'éducation. Je pense qu'on a été impeccable. C'est-à-dire que si on regarde la composition de ce groupe au regard de ces critères, nous sommes absolument dans le respect des règles de représentativité. Un point aussi, je vais dire mon mot sur cette question qui est fondamentale des 60% d'abstention qui, à l'échelle municipale, sont vraiment une mauvaise nouvelle et qui confirment, ça n'est pas du tout que le fait de la pandémie, qui confirme des tendances de plus long terme. À quoi répondre en disant ça? D'abord en fait, elle reflète un état de notre champ politique dans lequel les élus ne s'intéressent pas et quelque part n'ont pas vraiment envie que les catégories populaires, parce que cette abstention, elle vient en particulier des catégories populaires, n'ont pas envie qu'ils fassent de la politique. Parce que s'ils se mettaient à faire vraiment de la politique, ça exercerait une contrainte sur l'action publique qui serait infiniment plus forte. Donc, en fait, ces 60%, on ne leur a jamais... Alors, on leur demande de voter, mais on ne leur a jamais demandé de participer. Que se passe-t-il lorsqu'on leur demande de participer et lorsqu'on part de leurs questions, de leurs agendas pour les inclure dans le public? Je pense que les choses changeront vite. Quand vous impliquez des citoyens, quand vous leur donnez un rôle, quand vous les prenez au sérieux, quand vous les respectez, comme on l'a fait avec les 150, à ce moment-là, ils s'engagent, quel que soit leur niveau d'éducation, voire même d'intérêt préalable pour la politique. Donc c'est une question qui est énorme, mais qui n'est pas totalement insoluble. Merci Loïc. Annie, tu veux répondre à la question sur la convention qui t'était posée directement? Oui, alors donc par rapport aux statistiques, vous avez entendu Monsieur Blondiot, ça revient souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi 150? C'était vraiment de la représentativité. Alors je le redis encore une fois, oui, il y avait catégorie, profil, mais par exemple, je suis d'Île-de-France, je représente à peu près les 23% des citoyens de l'Île-de-France, mais peut-être que les idées ou les mesures que j'ai mises en place ne vous touchent pas, ne vous impactent pas. Donc, je ne vais peut-être pas représenter vos idées. Et donc, il y a vraiment différents types de représentativité aujourd'hui, pour moi, qu'incarne cette convention. Pour le tirage au sort, on l'a intégré dans beaucoup de nos propositions, justement intégré dans les gouvernances, dans les observatoires des citoyens, aussi bien que la société civile, dans les prises de décision, et que ce soit beaucoup plus impactant qu'une simple consultation. Monsieur Blondiot a parlé de la réforme du CESE, effectivement, comme une chambre de participation citoyenne plus forte et qui pourrait répondre aux deux autres chambres. Il y a la question également de l'association. Effectivement, on s'est constitué en association pour pouvoir suivre ce qu'on a mis sur la table et pas simplement dire, ben voilà, on vous a simplement sollicité pour des questions. Là, on est acteur jusqu'au bout et ça fait partie aussi de l'action de tout à l'heure. Comment est-ce qu'on suit? Qu'est-ce qu'on fait pour montrer vraiment qu'on est impliqué? Donc oui, on est constitué aujourd'hui en association. Et par rapport à la démobilisation, juste quelques mots. Effectivement, c'est ça, c'est la responsabilité. Je pense que cette perte de confiance au niveau, il faut le dire, de nos institutions joue énormément. Et finalement, c'est comment est-ce qu'on intègre, comment est-ce qu'on redonne de la confiance pour pouvoir justement se remobiliser. Je dirais juste un mot sur la question de l'abstention des listes participatives. Il y a deux tendances qui ont pu être observées. Déjà, les listes participatives, alors il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a donné une effervescence, mais depuis 2, 3, voire 4 ans, certains collectifs se préparent déjà, ont organisé des réunions, des assemblées ouvertes, ont su mobiliser. Il y a eu une vraie mobilisation en amont des élections. Il y a eu aussi une capacité pour certains à toucher des abstentionnistes de très longue date, très convaincus. C'était le cas à Toulouse.
Toulouse, même si peut-être pas suffisamment. Il y a une étude qui s'intitule, je ne sais plus, est-ce que parler de démocratie ferait voter, de Raoul Maniberton et d'autres, qui est paru dans Libération, et qui montre une tendance de locomotive comme Grenoble ou Toulouse, justement, sur la tendance à concerner ces enjeux démocratiques et donc à amener les gens à les retourner vers les urnes, justement, parce qu'il y a une nouvelle proposition, certainement. Mais je crois qu'il faut dire humblement qu'on reste un mouvement minoritaire, fragile, sociologiquement assez homogène, de classe moyenne supérieure, qui a eu du mal à toucher les milieux périphériques, les milieux périurbains, qui a eu du mal à toucher les catégories les plus populaires, qui a eu du mal à être intelligible aussi, qui a pu parfois paraître un peu trop intello dans ces méthodes-là. Et je crois qu'il y a un vrai travail, un vrai défi, et il faut être très lucide par rapport à ça, parce que c'est un travail que font d'autres propositions politiques très regrettables, mais à qui on le doit. Donc voilà, renouvellement logique, bien sûr. Et j'aimerais juste répondre aussi sur la nécessité de considérer que démocratie participative, démocratie délibérative, en fait, notre démocratie, elle a besoin de moyens et elle a besoin de temps. Et en fait, on condamne beaucoup de processus qui n'ont pas eu les moyens nécessaires pour montrer ou pas leur efficacité. Je rappelle qu'à Kingersheim, le principe des conseils participatifs ou de la CCC, c'est des ateliers qui reposent sur information, formation et décision, proposition et décision. Et c'est une échelle de temps de 10 à 13 mois sur un débat dans lequel il y a vraiment une montée en compétences collectives. Et c'est vraiment comme ça qu'on travaille, on fait monter la démocratie avec tous et depuis des occupations du quotidien, et ça j'aimerais le rappeler. Et le dernier enjeu pour moi, c'est la loi de décentralisation qui sera bien. On n'a pas du tout. On parle beaucoup de ces changements de renouveau démocratique et personne ne s'occupe du 4e D de la loi de décentralisation, 3D, et en tout cas trop peu. Et donc ça, c'est un véritable chantier à mener ensemble. Merci Elisabeth. Alors, si j'ai encore un moment, moi, c'était juste sur la problématique soulevée là dans la question de la confiance et de l'intérêt. Et je pense que c'est là où aussi on voit entre renouveau démocratique et transition écologique. La transition écologique, elle va aussi permettre de replacer la sphère de décision à une échelle beaucoup plus proche du citoyen, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur l'énergie également. Et en fait, le fait de pouvoir montrer qu'on fait toucher du doigt vraiment très très concrètement à une décision qui est en fait courte en termes de chaîne de causalité, bah ça me paraît être un moyen vraiment très fort pour redonner confiance en la démocratie et redonner envie aux citoyens de s'engager, parce que ils vont pouvoir agir très très concrètement en s'engageant et pas juste être dans un spectacle de consultation qui n'aboutira finalement à rien. Voilà. Merci. Léonore, du coup, tu peux conclure et répondre à la question. Voilà. Et aussi, moi, si j'ai une question pour toi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les assemblées citoyennes et le droit d'interpellation que vous allez mettre en place à Poitiers. Comment concrètement est-ce que ça va se passer ? Est-ce qu'il y aura un lieu dédié pour cette assemblée citoyenne ? Est-ce qu'il y aura un site où les 1500 signatures peuvent se partager ? Enfin, toutes ces choses-là qui sont de l'ingénierie, mais qui sont hyper importantes pour que les règles soient claires et que ce soit transparent. Merci. Je vais répondre à la deuxième avant de répondre à la première. En fait, tout ça est en cours de structuration, mais je l'ai pas dit, mais en fait, l'idéal, c'est quand même qu'on n'arrive pas à ça. Enfin, c'est-à-dire l'idéal, c'est qu'on n'arrive pas à une interpellation citoyenne ou à un référendum. C'est-à-dire c'est qu'on se soit donné les moyens de travailler dans la concertation en amont. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est que vraiment cette assemblée citoyenne qui va rassembler à la fois des gens déjà engagés dans les assos, etc., et à la fois une partie de tirage au sort, c'est qu'elle ait une place dans les commissions thématiques de la mairie, que ce soit des commissions moitié composées d'élus, moitié composées de représentants de la société civile, pour que d'emblée on puisse réfléchir ensemble en amont les projets, qu'on n'en arrive pas à un stade où on soit dans la confrontation en fait. Et je pense qu'en fait il y aura assez peu de droits d'initiative locale et de référendum parce que en plus Poitiers c'est une petite ville, donc on a suffisamment les oreilles grandes ouvertes et la bonne volonté pour travailler en amont avec les citoyens sur tous les projets qui vont émerger dans la municipalité. Et cette assemblée citoyenne, en fait, on la voit comme alors un lieu certes, mais surtout on va créer un service à part entière. Alors on ne sait pas encore exactement comment on va l'appeler, mais déjà la première adjointe est adjointe en charge de l'innovation démocratique parce qu'on invente en faisant en fait. Et on va créer un service de la participation citoyenne à l'échelle de la mairie parce qu'il faut des compétences en fait. Il faut du temps et des compétences pour et de l'argent. Non mais du coup et du temps, enfin je veux dire du temps d'agent pour faire ça, pour animer des démarches de concertation. Et donc ce qu'on veut, c'est que l'assemblée citoyenne, elle soit vraiment décision, qu'on lui donne les moyens de se former, d'animer, etc., d'accompagner, mais que tout ce qui est service aux citoyens qui voudraient participer soit pris en charge par ce service-là. Et notamment le droit d'interpellation, etc. Il y aura oui une plateforme pour déposer, mais l'idée c'est que ce service-là, par exemple, un citoyen dépose une interpellation sur un sujet. Ce service
de la participation citoyenne vérifie. Est-ce que c'est de la compétence de la mairie ou de l'interco ou d'autres choses? Est-ce que donc si qui renvoie vers la collectivité correspondante, c'est-à-dire que c'est pas aux citoyens de faire le travail d'aller chercher quelle collectivité c'est cette compétence, etc. C'est ce service qui fait la communication ensuite de la proposition qui est faite. Pour côté référendum ADP où en gros certes il y a un référendum mais il n'y a aucune assistance pour communiquer cette proposition-là, donc c'est mort en fait. Voilà, en gros, pour la faire courte. Mais pour la première question sur la participation, alors à Poitiers, non, on a eu un taux de participation vraiment pire que d'habitude, enfin pire que les fois précédentes en tout cas. Donc on n'a pas, il faut être assez humble. Par contre, ce qu'on constate, c'est que notre démarche a suscité un vrai enthousiasme. On n'a perdu aucun électeur entre le premier et le second tour, alors que dans des démarches conventionnelles, enfin classiques quoi, en fait les gens ne sont pas allés voter. Ils sont venus voter pour nous, mais ils ne sont pas votés pour les autres, ce qui fait qu'on a gagné aussi parce que les autres étaient démobilisés. Enfin, voilà, il n'y a pas de quoi en tirer. Mais donc voilà, parce qu'on a réussi à créer un fort sentiment d'adhésion, d'attachement, d'enthousiasme depuis 2 ans avec des gens qui avaient vraiment envie qu'on gagne parce qu'ils nous connaissaient, parce qu'ils s'étaient impliqués dans une ou l'autre de nos réunions. Et c'est aussi pour ça que c'est important de partir tôt. Et pour finir, aussi parce qu'entre le premier et le second tour, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait un gros déficit de représentativité de la liste, notamment du point de vue diversité, très clairement. Là aussi, il faut être humble sur le fait qu'on se donne des outils, mais que souvent, c'est perçu. Il ne suffit pas d'avoir les portes grandes ouvertes pour que tout le monde ose entrer dans la pièce, en gros. Donc, on a donné tous les moyens que les gens puissent participer s'ils le voulaient. Mais en fait, ça ne suffit pas. Il y a des gens qu'il faut aller chercher plus que d'autres, à qui il faut parler différemment, ou faire construire sur la base de projets plutôt que sur des réunions où on blablate pendant 2 heures en soirée. Enfin, il n'y a pas les mêmes moyens pour tous les publics. Et du coup, on a vraiment pris conscience de ça entre les 2 tours. Enfin, on en avait déjà conscience, mais là, on a eu envie de faire tout ce qu'on pouvait dans un temps short. Voilà. Donc, on est allé travailler notamment avec la jeunesse dans des quartiers de Poitiers, avec des moyens différents, en bossant sur des projets ensemble, sur la fête de la musique, etc. Et on a réussi à avoir une forte mobilisation en allant vers les gens plutôt qu'en étant uniquement dans le on est ouvert, venez. Et ça, c'est hyper important. Et enfin, c'est ce que je retiens en tout cas de notre démarche. On a encore énormément de progrès à faire sur la diversité de ces démarches-là. Et pour finir, l'une des questions, c'était comment pérenniser ces démarches-là. Pour moi, il y a vraiment un enjeu d'éducation populaire. Enfin, on a tous l'intention de faire de la démocratie autrement, mais l'intention, c'est bien, mais le comment, c'est vachement important. Et je suis persuadée que s'il y a plein de démarches comme ça qui n'aboutissent pas, c'est souvent parce qu'on n'est pas formé sur les outils d'intelligence collective. Et je pense que c'est urgent pour nos partis, pour les organisations politiques, de se former à comment on fait en fait. On veut bosser ensemble, mais comment on fait? Ça se décrète pas, on bosse ensemble, et notamment avec d'autres publics aussi. Et on avait reçu un auteur qui s'appelle Christian Proust, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Comment oser s'impliquer dans la vie politique locale. Et il disait que lui, qui a un peu comme vous étudié beaucoup de démarches qui ont trait en France, parmi les critères qui font incontestablement le succès des démarches, c'est la maîtrise des outils d'éducation populaire. Et j'en suis vraiment convaincue aujourd'hui. Et c'est aussi à ça que va tenir la suite des démarches dans la mairie et hors la mairie. C'est continuer à se former et à mobiliser ces outils d'intelligence collective. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été un public si nombreux.